Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire du FIP qui vous est proposé sur l'évolution du catalogue des aides du FIP-HFP. Vous avez été nombreux à vous inscrire et pour le moment, vous êtes encore peu de connectés, bien que le nombre augmente de plus en plus. Et pour patienter, et avant de laisser la main à Laurent Félix, qui est directeur territorial au handicap pour les régions Bretagne et Pays de la Loire et qui porte ce webinaire avec le Handipact Bretagne, et la parole, bien sûr, à Catherine Auguste, responsable unité plateforme des aides du FIP, qui va répondre à vos questions et vous proposer ces évolutions. On vous propose de visionner l'épisode 1, le premier épisode des capsules pédagogiques sur les aides du FIP qui sont disponibles actuellement sur la chaîne YouTube. Et ce premier épisode donc, s'appelle Déposer sous le bon dispositif. On vous diffuse cette vidéo, on se retrouve juste après pour le direct du webinaire. Et la vidéo va se lancer. La vidéo Connecté, pour patienter, il y a des aides du FIP. Vous avez déposé une demande d'aide, étude de poste. Après analyse de situation, il s'avère que vous n'avez pas choisi le bon type d'aide. Celui-ci relève du dispositif suivant, aide à l'adaptation du poste de travail d'une personne en situation de handicap, voire fiche 13 du catalogue. A priori, tu t'es trompé de dispositif. Il parle d'un catalogue, tu l'as? Et il est aussi en ligne sur le site du FIP. C'est qui ça? Je suis là pour vous aider, clarifier les choses si nécessaire. Sympa. J'ai potentiellement plein de questions pour vous, mais on s'en reparle plus tard. Tu avais choisi quoi comme type d'aide? Bah, étude de poste, puisque je l'ai faite. Et regarde, j'ai aussi les devis qui vont avec. Pour un fauteuil, un bureau, une souris. Tu demandais quoi? Les aménagements qui vont avec l'étude de poste. Sans vouloir m'immiscer. Bah, j'ai l'impression que c'est déjà fait. C'est pas faux. Mais en attendant, je pense que la réponse à vos interrogations se trouve dans le catalogue, sur la fiche indiquée dans le courrier que vous avez reçu. Ah, je comprends mieux. Les devis sont pour l'adaptation du poste, pas l'étude. C'est ça que je dois saisir. Aide à l'adaptation de poste. C'est pas mal comme catalogue, en fait. Mais vérifie bien les pièces demandées pour éviter un nouveau rejet. Bien vu. Parce qu'un dossier bien préparé, saisi avec le bon dispositif et les bonnes pièces, permet un traitement rapide avec le montant plafond approprié. Merci, la voix. Bon, et voici pour cette vidéo et cette capsule qu'on va vous remettre dans le chat et qui vous permettra aussi d'accéder à toute la série qui est composée de 10 vidéos. Donc pour celles qui ont eu des problèmes de son, vous allez tout avoir dans le chat. Il a été question aussi dans cette vidéo du catalogue des aides du FIP et de certains liens et dossiers dont on va vous remettre le lien dans le chat. Pourquoi aussi pour vous rappeler les objectifs de ce webinaire qui porte sur les évolutions des aides du catalogue du FIP que va nous présenter Catherine Auguste qui est parmi nous. Elle s'est basée sur la plupart des questions que vous nous avez fait remonter via les questionnaires d'inscription. Donc on va prendre cette heure et demie qu'on va passer ensemble pour y répondre. Et pour les autres, vous avez effectivement le chat. S'il y a des questions, on va essayer au fil de l'eau d'y répondre au maximum. Mais comme vous l'avez vu, on est nombreux, donc on va faire ce qu'on peut. Dans tous les cas, les questions seront remontées et on vous invite aussi dans vos questions à ne pas parler de sujets personnels, de ne pas livrer trop de détails sur vos situations. Si les situations continuent à être complexes, vous pouvez bien sûr vous rapprocher de vos directeurs et de votre directeur territorial au handicap qui pourra vous apporter une réponse à cette situation personnelle. Voilà pour la présentation et je laisse la main donc à Laurent Félix, directeur territorial au handicap, pour la suite et pour le début de ce webinaire. Merci Catherine. Écoutez, tout d'abord, je voudrais juste saluer l'ensemble des participants et des collègues, que ce soit un collègue DTH ou un instructeur également de la plateforme qui peuvent être présents à cette séquence. Vous souhaitez, puisqu'il en est encore temps, une excellente année 2025. Je parlerai plus pour la partie ouest de la France, une année peut-être un peu moins humide que ce qu'on connaît actuellement. Et je vous parle de Bretagne, donc on sait ce que c'est.
Juste en 2 mots, préciser qu'on est quand même dans un contexte un peu singulier en cette année 2025, puisque nous allons fêter l'anniversaire, les 20 ans de la loi du 11 février 2005, et donc vous connaissez l'importance dans la définition et l'approche même du handicap. Et l'un des éléments aussi importants de cette loi, c'est la création justement du FIPHFP, qui a donc également 20 ans cette année. Et nous avons choisi en fait de profiter de cette occasion pour valoriser votre mobilisation, la mobilisation des employeurs publics, à travers l'organisation d'un temps fort, d'une manifestation dans chacune des régions de France, sans oublier bien sûr les Outre-mer, au cours de cette année, mais également en 2026. Manifestation qui prend le nom de Trophée Emploi Public et Handicap. La première manifestation se déroulera à la date symbolique du 11 février 2025 en Île-de-France. Donc je vous invite vraiment à être attentifs chacun et chacune dans vos régions pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments pour concourir éventuellement dans le cadre de ces trophées, mais de toute façon pour participer activement à cette manifestation qui sera organisée. Comme l'a indiqué Catherine et comme l'a montré également la vidéo, qui est l'une des 10 vidéos donc, qui ont été mises en ligne, nous avons un document de référence unique, j'allais dire, qui présente la doctrine des aides du FIPHFP, qui est le catalogue. Celui-ci donc, a été créé effectivement dès l'origine, mais en 20 ans, évidemment, il a connu des évolutions. Et justement, à compter du 1er janvier 2025, certaines évolutions sont intervenues. Et la volonté qu'il y avait en lien donc avec Catherine et ses équipes, c'était de pouvoir vous présenter et de consacrer un temps à ces évolutions, puisque l'idée, c'est vraiment de vous favoriser l'appropriation de ces évolutions pour permettre que le traitement de vos demandes soit la plus fluide et la plus courte possible en durée. Et pour ça, il faut vraiment qu'on maîtrise chacun à notre niveau l'ensemble des règles et des modalités de saisine de ces différentes aides. Donc, nous avons la chance d'avoir effectivement Catherine Auguste, qui est la responsable de la plateforme, pour nous présenter ces évolutions et pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, je vais lui laisser évidemment la parole pour dérouler sa présentation en vous précisant simplement que cette séquence est filmée et qu'elle sera disponible ensuite sur le site de FIP et sur la chaîne YouTube, chaîne sur laquelle vous retrouvez également l'ensemble des vidéos qui sont mises à votre disposition. Bonne séquence à tous et on se retrouve de toute façon en fin de présentation. Bonjour, bonjour à tous et à toutes et merci d'être aussi nombreux. Donc moi je vais revenir sur un certain nombre de choses, sur les évolutions et à travers les évolutions sur les aides en elles-mêmes, les aides qui évoluent, pour vous rappeler un certain nombre de fondamentaux qui sont indispensables pour que, comme vient de le dire Laurent Félix, ça soit le plus fluide possible, que vous compreniez le mieux possible. Donc, ce PowerPoint sera à votre disposition par la suite. Et il a été conçu pour que, sur certaines évolutions, comme notamment le volet préconisation médicale qui est valable pour 3 aides, vous puissiez n'utiliser que la partie de l'aide dont vous avez besoin et vous aurez tous les éléments, même s'ils sont communs à 3 aides. Voilà. Donc, je repars déjà de disposition générale et la capsule que vous venez de voir reprend ce volet effectivement de... Il faut déposer une aide sous le bon dispositif. Nous le rappelons parce que nous avons dérogé pour lequel effectivement ça n'a pas été déposé, la demande d'aide n'a pas été déposée sous le bon dispositif, donc il faut repartir à zéro. Donc pour vous éviter ça, je pense qu'on avait besoin de vous dire et redire que c'était important, dans la mesure où en plus sur le menu déroulant du service aide sur la plateforme PEPS, les numéros de demande d'aide sont les mêmes que sur les fiches du catalogue. Donc, prenez le temps de lire la fiche avant de choisir dans le menu déroulant l'aide dont vous allez avoir besoin. Pourquoi également? Parce que vous avez des pièces certes génériques, mais vous avez aussi des pièces spécifiques selon chaque aide, et ça, c'est important parce que si vous ne prenez pas la bonne aide, ça ne sera pas les bonnes pièces spécifiques. Et puis, effectivement, également, les modalités de prise en charge ne sont pas les mêmes.
Donc, afin d'éviter un rejet inutile et vous faire faire un deuxième travail, merci de prendre ce petit temps pour que ça puisse se faire le plus vite possible. Autre disposition générale, c'est le comité qui est générique, qui existait déjà, mais qui a été reprise. C'est effectivement la mesure de PCH, la mesure de non-exigence de la production de la PCH pour certaines aides. Et ça a été prolongé jusqu'en 31 décembre 2026. Donc, c'est pour les prothèses auditives, fauteuils roulants, orthèses et prothèses externes, et aide au déplacement en compensation du handicap. Cependant, même si ça n'est pas exigé, cependant, si l'agent dispose d'une PCH au titre de l'une de ces aides, il faut pouvoir nous la fournir. Mais de prime abord, on ne l'exige pas si l'agent n'a pas fait de démarche pour obtenir une PCH spécifique. Nous ne l'exigeons pas, du moins pour le moment, jusqu'au 31 décembre 2026. Donc là, je vais passer aux différentes évolutions des aides. Ce que vous trouvez sur le catalogue du 1er janvier 2025, qui sont sur les premières pages, ce sont toutes les évolutions et qui concernent les fiches, ce qui vous permet d'aller tout de suite à l'essentiel. Donc, je pars des aides prothèses auditives qui évoluent un petit peu, je dirais. Donc, je vous rappelle quand même que les prothèses auditives, pour que nous puissions, nous, les prendre en charge, il faut qu'il y ait un remboursement de la sécurité sociale. C'est pour ça aussi que nous exigeons en pièces le remboursement sécurité sociale, le décompte Amélie. Alors, à partir du 1er janvier 2025, qu'est-ce qui évolue ? Avant le 1er janvier 2025, nous ne prenions que les prothèses auditives et nous ne prenions pas en charge, ou ne prenions pas dans le calcul de ce que nous prenions en charge, les accessoires, les assurances, les crosses et bicrosses, piles, enfin voilà, tous ces éléments-là. Donc, à partir du 1er janvier 2025, les aides déposées à partir du 1er janvier 2025, c'est bien ça. Nous prenons, outre dans le calcul de ce que l'on va prendre en charge, déduction faite de la sécurité sociale, de la mutuelle et éventuellement de la PCH, nous allons réintroduire les crosses et bicrosses, les piles, les micros déportés, chargeurs et assurances. Et le montant maximum de l'aide reste à 1 700 €. Mais voilà, on prend en charge plus de choses. Un rappel, ces éléments, crosse, bicross, chargeur, microphone déporté, doivent être déposés en même temps que la demande de prothèse auditive. Ils ne peuvent pas être déposés par la suite. Et ils ne peuvent être déposés que sur cette aide prothèse auditive, ne peuvent pas aller sur de l'aménagement de poste. Donc, il faut être très clair, s'il y a besoin à la fois de prothèses, éventuellement de microphones déportés, il faudra que ça se fasse au moment du dépôt de la demande d'aide prothèse auditive. Ensuite, je vais parler de l'aide au parcours dans l'emploi des personnes handicapées. Donc, cette aide au parcours dans l'emploi, elle concerne 3 choses. Il peut y avoir une aide aux frais de déménagement qui sont engagés par les personnes qui sont dans l'obligation de déménager afin d'évoluer dans leur emploi ou de le conserver. C'est ça, il faut bien le prendre en compte. On ne prend pas en charge les frais de déménagement dès lors qu'on a envie de changer de lieu de vie. Nous, c'est vraiment en rapport avec l'emploi. Deuxième chose,
on est susceptible de pouvoir vous aider à financer les équipements pédagogiques nécessaires à l'exécution de la formation de l'apprenti. Certains apprentis ont besoin de matériel spécifique. Donc, s'il est préconisé, s'il est sollicité, nous le prendrons en charge, mais à hauteur d'un certain montant, qui était avant à 750 et qui passe à 530, mais j'y reviens. Donc, équipement pédagogique dans le cadre de l'exécution de la formation d'apprentis. Et le troisième temps, c'est besoins individuels spécifiques qui sont à couvrir pour les personnes en situation de précarité. Et ça ne peut se faire que sur prescription d'un conseiller du service public de l'emploi, souvent Cap Emploi. Il est important que nous ayons les éléments qui nous permettent de prendre en compte la situation, de comprendre. Petit rappel, cette aide doit être demandée dans les 3 premiers mois suivant le changement de résidence quand on parle du déménagement, les 3 premiers mois de scolarité, apprenti, ou de prise de poste pour les personnes en situation de précarité. Donc, je vous disais, elle passe à compter du 1er janvier 2025. C'était déjà dans le catalogue 2024 pour que vous ayez cette information bien en amont. Donc, passe à 530 €, mais cette aide, elle est mobilisable à chaque étape du parcours professionnel. Un apprenti peut devrait, ça dans l'absolu, ça serait bien, devenir un stagiaire, voire être embauché directement et avoir d'autres besoins. Donc, cette aide peut être sollicitée plusieurs fois. Je vais évoquer maintenant la préconisation médicale, puisque là, c'est un gros point. Avec la durée de validité de la préconisation médicale qui évolue, mais pas pour tout. Donc, je reprends sur la validité de la préconisation médicale quelques fondamentaux qui sont dans les toutes premières pages du catalogue. Je pense que c'est la page 7, 8, page 7 même. Donc, la préconisation médicale, merci pour la slide, la préconisation médicale doit être établie par un médecin du travail ou, puisque on est informé qu'effectivement, il peut y avoir une pénurie de médecins du travail, un médecin agréé ARS, ou il peut y avoir, ça peut être fait par une infirmière en santé au travail, sous condition, je dis bien sous condition de validation, c'est-à-dire signature du médecin du travail. Donc, on a ouvert le champ pour que cette possibilité-là de préconisation médicale existe. Mais on va plus loin pour 3 aides. Donc, à partir... Merci pour la slide suivante, ça serait gentil. Donc, à compter donc, du 1er janvier 2025, des demandes déposées 1er janvier 2025 pour 3 aides, et uniquement ces 3 aides-là, la durée de validité passe à 3 ans. Donc, les 3 aides qui sont concernées sont l'aide au déplacement en compensation du handicap, l'aide auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens de la vie professionnelle et l'aide auxiliaire dans le cadre des activités professionnelles. Et c'est uniquement ces 3-là. Donc, je vais développer l'aide au déplacement en compensation du handicap en prenant aussi tous les cas de figure sur cette fameuse préconisation médicale qui passe à 3 ans pour que vous ayez des éléments un petit peu plus concrets, tout en sachant qu'il existe une FAQ qui reprend tous ces éléments-là, et qu'en plus, donc je dirais presque pas de panique,
si vous avez un accord du FIP sur une aide au déplacement, il vous sera indiqué la durée de validité de la préconisation sur laquelle nous nous sommes appuyés pour étudier votre aide et accorder une aide. Voilà. Alors, cette aide, un petit peu trop vite. Alors, cette aide, je rappelle, voilà. À quoi elle sert, cette aide? Cette aide, elle permet de financer les modes de transport alternatifs au transport en commun. En gros, c'est dès lors que l'agent n'est plus en mesure d'utiliser les transports ou d'utiliser son véhicule personnel. Je fais le focus sur l'aide alternative au transport en commun, mais au titre de l'aide au déplacement, compensation du handicap, vous avez cette partie-là, mais vous avez aussi l'aménagement du véhicule personnel de l'agent qui peut être sollicité. Et l'agent peut, à un moment donné, ne plus pouvoir utiliser son véhicule personnel aménagé et devoir passer en aide au déplacement avec un mode de transport alternatif. Le tout, c'est dans les deux confondus, ça sera sur un plafond. Donc là, je ne vais parler que du volet transport alternatif, puisqu'il peut se faire de deux façons. Soit vous pouvez solliciter un prestataire externe, type transport adapté, taxi, transport par VTC. Voilà. Ou alors, ça peut être organisé par l'employeur, c'est-à-dire un transport effectué par un agent de l'employeur qui est rémunéré pour cette fonction, un chauffeur, ça existe encore un petit peu. Ou il peut y avoir du covoiturage qui est assuré par un autre agent dans le cadre de ses déplacements habituels. Hein, c'est pas... Voilà. Il peut y avoir aussi un mix des deux, ça nous est arrivé, en fonction des vacances, des disponibilités. Voilà, il peut y avoir des deux. Et sachez que là, cette possibilité-là, elle est dans un cadre contraint. Elle peut être aussi faite de façon temporaire ou discontinue. C'est selon les besoins de l'agent vu par le médecin du travail. Mais il peut y avoir des demandes très ponctuelles compte tenu des difficultés rencontrées par l'agent. Donc, les nouveautés, il y en a deux de type. La première, c'est à compter du 1er janvier 2025. Avant le 1er janvier 2025, vous aviez un double plafond qui existait, à la fois un plafond annuel de 12 000 €, mais aussi un plafond journalier de 52,63 €. Alors 52,63 €, c'est 12 000 divisé par 228 jours maximum de prise en charge. C'était ça, les 52,63 €. Donc, à partir du 1er janvier, est supprimée cette notion de 52,63, puisqu'effectivement, ce que l'on constate, c'est qu'il y a des transports qui sont beaucoup plus chers et que ça limitait beaucoup le volet aide au transport. Donc là, vous avez 12 000 € maximum, et à vous de gérer sur ce volet 12 000 €, à vous de gérer les coûts des transports, mais ça sera pour le temps qui est défini, prescrit par le médecin du travail. Pour les personnes, pour les employeurs qui ne sont pas sous convention, attention, il y a un plafond annuel maximum d'aide offert par le FIP de 40 000 €. Et si vous avez d'autres aides, 12 000 vient greffer ces 40 000 potentiels. Donc, pour les déplacements organisés en interne, nous conservons ce qui existait déjà, c'est-à-dire que le montant est calculé sur la base du tarif des indemnités kilométriques et sur une base de véhicules de 5 chevaux, distance inférieure à 2000 km, c'est-à-dire 0,32 € actuellement. Donc, je rappelle aussi une chose très importante
qui est valable pour l'aide au déplacement, mais qui sera valable pour les 2 autres aides dont nous allons parler, notamment. C'est une aide avec paiement échelonné. C'est important puisque l'on vous demande de nous fournir des éléments et de calculer sur la base d'une année civile. La demande doit être déposée pour la totalité de la période préconisée par le médecin. Donc, si le médecin, cela veut dire d'abord que le médecin doit indiquer clairement quelle est la période pour laquelle l'agent doit bénéficier de cette aide au transport. Donc, si c'est une année civile, il faut que vous nous sollicitiez pour la totalité de l'année, le montant total. Le fait que vous fassiez cela vous permet, puisque notre rôle, c'est de vous aider à savoir de combien vous pourrez bénéficier pour la totalité de la période. Donc, c'est le montant total accordé. Vous aurez donc ce que l'on appelle, nous, un accord préalable qui vous sera fait et nous n'irons pas au-delà. C'est le montant plafond. Donc, il y a le plafond de 12 000 et puis si vous demandez moins, donc nous calculerons sur la base de ce moins et nous n'irons pas au-dessus. Donc, vous pouvez choisir lors de votre saisie sur la plateforme PEPS les modalités de versement. C'est ça qui est demandé. Quand on parle de périodicité, c'est à quel rythme voulez-vous être aidé financièrement, remboursé, aidé. Donc, vous avez le choix de tous les trimestres, au semestre ou en une seule fois, à l'issue de la réalisation de la prestation de transport. Donc ça, c'est important et ça vous permet effectivement très régulièrement de pouvoir bénéficier d'une aide, tout en sachant qu'effectivement, c'est toujours à terme échu, mais vous pourrez plus régulièrement être indemnisé. Donc, lorsque vous déposez votre demande d'aide, alors il n'y a pas que celle-là, et je ne parlerai pas des autres, mais sur cette demande d'aide, il peut y avoir des documents spécifiques que nous avons produits, dont nous avons besoin pour pouvoir calculer le montant de l'aide, mais qui va vous être utile. On va parler de la même chose avec les mêmes chiffres. Et si nous, on doit faire évoluer les chiffres, ça nous permet un meilleur échange. Et ce document est indispensable et ce n'est pas un autre document. Dans ce document, il y a des calculs automatiques. Alors, pour l'aide au transport, cet état, cette attestation, cet état récapitulatif certifié des frais de transport n'est valable que pour le volet en interne. En externe, c'est sur la base de factures. On y reviendra, les factures doivent être acquittées ou mandatées. On doit avoir la preuve qu'elles ont été payées. Donc, si c'est un transport en interne, il vous faudra remplir cet état récapitulatif demande d'accord préalable. Donc, vous allez avoir le lien qui vous est fourni pour aller trouver facilement tous ces documents-là, dont celui-là. Voilà, donc ça c'est l'accord préalable et puis au moment du paiement selon la périodicité que vous avez choisie, nous irons, merci pour la slide suivante s'il vous plaît, nous irons sur un état certifié à produire. Il vous sera demandé, au moment où on vous demande de nous fournir des éléments pour qu'on puisse vous payer, vous aurez ce document à nous fournir, c'est indiqué, vous le mettrez là où il faut, sur la plateforme PEPS. Ça sera donc un état certifié de frais de transport, donc daté signée par l'employeur, tamponné, de demande de remboursement. Donc ça se fera pour la période que vous avez choisie. Si vous avez fait au trimestre, vous demanderez le paiement pour 3 mois, les 3 mois concernés. Voilà. Donc ça, c'est important. Juste un petit rappel,
je vous disais qu'il y avait un certain nombre d'États certifiés, dont ceux-là. Donc, je vous engage à aller les regarder, puisqu'il y en a que je n'évoquerai pas, puisqu'ils ne concernent pas d'évolution d'aide. Mais je vous encourage à aller les regarder, puisque vous allez devoir les utiliser. Je le dis dès à présent, vous avez jusqu'au fin février pour pouvoir vous approprier ces documents et les fournir lors du dépôt de vos demandes d'aide. Pour ceux qui ont déposé déjà depuis le 1er janvier des demandes d'aide mais qui n'auraient pas encore utilisé les nouveaux documents, pas de panique. Nous conservons les anciens documents, mais nous allons traiter avec les règles de l'année 2025, puisque vos demandes ont été déposées à partir du 1er janvier 2025. Voilà. Donc là, moi, j'en reviens pour l'aide au déplacement, valable également pour les 2 aides auxiliaires. La durée de validité de la préconisation médicale a été élargie à 3 ans. Donc 3 années durant lesquelles vous pourrez utiliser donc la même préconisation médicale. Et le délai de 3 ans court à compter de la date de l'année de préconisation. Donc, il y a différents cas de figure que nous évoquons là. Mais comme je vous le disais au tout début, nous vous indiquerons sur le courrier d'accord durant combien de temps votre préconisation pourra être produite à l'appui d'une demande, ce qui vous laissera le temps de prévoir une visite pour la 4e année, c'est-à-dire le renouvellement de préconisation à nouveau valable 3 ans. Donc, différents cas de figure. Vous avez déposé une première demande d'aide au déplacement pour l'année 2025. Donc, la préconisation médicale qui est fournie à l'appui date du début 2025. Je rappelle que la préconisation doit précéder la mise en œuvre d'une prestation. Donc, la préconisation médicale fournie à l'appui date du début de 2025 plus 3 ans. Donc, vous pourrez produire chaque année la même préconisation 2025, 2026, 2027. Par contre, si vous avez produit une préconisation qui est encore acceptée, qui date de 2024, plutôt fin 2024, sa durée de validité, toujours de 3 ans, mais sera bien de 2024, 2025, 2026. Je rappelle que c'est à compter de la date de préconisation qu'on compte les 3 ans. Deuxième cas de figure, c'est toujours pour vous déposer en 2025. On est sur actuellement vous déposez. Une demande, là c'était une première demande, là c'est une demande de renouvellement, de prise en charge d'une aide au déplacement. Vous pouvez utiliser une préconisation de 2023 ou 2024, nous l'acceptons, qui reste valable pour l'année 2025. 2023, 24, 25, ce qui veut dire qu'elle sera à renouveler en 2026. Si ça vous semble un peu compliqué, je le redis, on vous aidera grâce au courrier. Merci. Hop. Alors, slide suivante, merci. Donc, nous passons à vous avez déposé en 2024 une demande d'aide au déplacement pour l'année 2025. Donc là, sur la slide précédente, c'était en 2025, vous déposez pour 2025. Là, vous avez déposé fin 2024 pour une prestation qui doit se dérouler en 2025. Donc là, la préconisation que vous fournissez, à l'appui de votre demande, peut dater de 2024. Elles sont acceptées. Donc la durée de validité sera à nouveau de 3 ans,
2024, 2025, 2026. Vous déposez lors du premier trimestre 2025 une demande de prise en charge rétroactive d'une aide au déplacement pour l'année 2024. Donc là, on est sur... Vous souhaitez faire une demande d'aide au transport et un paiement à l'issue de la réalisation de la prestation qui s'est déroulée sur toute l'année 2024. Donc là, quelle est la durée de validité de la préconisation médicale? Elle sera toujours de 3 ans et elle partira de la date de la préconisation 2024, 2025, 2026. La seule différence, c'est que l'on est sur une aide 2024, une prestation 2024, pas une prestation 2025. Donc, si vous êtes sur une prestation 2024 qui s'est déroulée sur 2024, nous prendrons le double plafond, c'est-à-dire 52,63 et 12 000 euros. Donc, je vous rappelle également, pour mémoire, que lors du dépôt de toute demande d'aide, puisque là, vous avez une validité de 3 années, vous devez déposer chaque année la préconisation qui est en cours de validité. C'est indispensable, incontournable. Il nous la faut. Et il faudra également produire une note argumentaire telle que c'est demandé dans le catalogue, sur la fiche, qui détaille à la fois à quoi sert cette aide et quelles sont les conditions de prise en charge, de renouvellement, mais elle donne également les pièces à fournir. Donc ça en fait partie et il vous faudra la produire chaque année parce que d'une année sur l'autre, il peut y avoir une évolution des besoins de l'agent pour lequel est servie une aide au transport. Donc, ce n'est pas pour vous ennuyer que l'on fait cela, c'est parce qu'il peut y avoir des évolutions et vous seul pouvez nous l'indiquer. Maintenant, je vais passer, merci pour la slide suivante, je vais passer à l'aide auxiliaire dans le cadre des activités professionnelles. Donc, à quoi sert cette aide? Je le rappelle, cette aide, elle a pour but de compenser un geste professionnel que l'agent ne peut pas réaliser en raison de ce handicap et qui est exécuté par une autre personne. Elle ne vise pas, bien d'accord, à financer un agent qui interviendrait en remplacement de la personne en situation de handicap. L'aidant et l'aidé doivent être présents en même temps pour que nous puissions intervenir. Le but, c'est qu'effectivement, sur la fiche de poste de l'aidé, on sache quelles sont les tâches qu'il ne peut plus faire et qui sont confiées à un aidant qui va aider effectivement cet agent qui ne peut plus faire ces éléments-là. Mais ça fait toujours partie de la fiche de poste de l'agent. Donc, le rôle d'auxiliaire peut être tenu soit par un agent en interne, l'employeur peut organiser en interne ce soutien, cet accompagnement par un auxiliaire, soit ça peut être fait en externe par un prestataire externe. Donc le calcul de la prise en charge des frais d'auxiliaire est différent, naturellement, selon que il est fait, réalisé par un prestataire externe ou est organisé en interne. Je rappelle également qu'il n'y a de prise en charge que des 2/3 de la dépense. Ça, c'est important. Et il y a une limite du taux de prise en charge selon que l'on est sur un prestataire externe ou un prestataire
interne. Donc, ayez cela en tête. C'est différent. Et on ne prendra que les 2/3. Merci pour la slide. Donc, afin de vous permettre d'instruire la demande d'aide, et que on aille le plus vite possible et le mieux possible, la préconisation médicale, elle doit préciser des choses. Elle doit préciser, merci pour la slide suivante, elle doit préciser le type de tâche compensée. Vous êtes allé trop vite, mais c'est pas grave. De préciser le type de tâche compensée, voilà. Le nombre d'heures hebdomadaires nécessaires et la durée de l'accompagnement, puisque ce sont ces éléments qui permettent de calculer le montant de l'aide et qui vous aident, vous également. La note argumentaire qui est une obligation aussi, qui doit préciser les modalités conduisant à la mise en place d'une auxiliaire de vie professionnelle, la description des tâches que l'aidé ne peut plus réaliser, l'organisation qui est mise en place et les tâches qui sont transférées à l'aidant. C'est ce que je vous disais au départ, mais ça doit faire l'objet de la note argumentaire. C'est important, vous seul connaissez la situation, donc nous avons besoin que vous nous détailliez le pourquoi vous avez fait appel à un auxiliaire et que vous nous sollicitez pour que l'on puisse vous aider à payer cet auxiliaire pour cet agent en situation de handicap. Et puis, il y a forcément, si vous choisissez en interne un auxiliaire de vie professionnelle, il y a un état déclaratif, certifié conforme du nombre d'heures d'auxiliaire de la vie professionnelle. Il existe 2 modèles qui sont sur le site du FIP, et donc qui seront à fournir. Obligatoire, les nouveaux à partir du 1er mars, utilisez ceux que vous avez et ceux qui sont déjà déposés, on les prendra. Donc ils sont de 2 ordres et je vous les montrerai. Donc, dans le cadre de l'auxiliaire, ce qui bouge par rapport à 2024, c'est également le volet de durée de validité de la préconisation médicale. À moins que vous ne souhaitiez que je revienne, c'est la même chose que pour le volet aide au déplacement. Donc, ces 2 slides-là reprennent pour le volet auxiliaire dans le cadre des activités professionnelles, les durées de validité selon la date de dépôt de votre demande d'aide et la date de la préconisation et la période pour laquelle vous nous sollicitez. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de ces 2 slides, mais c'est la même chose que pour l'aide au déplacement. La durée de validité de 3 ans. C'est également la même chose pour l'autre auxiliaire. Donc, merci de passer 2 slides plus loin, puisque je reviens sur le volet échelonné, tout comme l'aide au déplacement. L'aide auxiliaire dans le cadre des activités professionnelles est une aide échelonnée. Ayez cela en tête. La préconisation médicale indique la période pour laquelle vous nous sollicitez. Donc, nous avons besoin que vous nous fournissiez une demande, un calcul sur la période totale qui est préconisée et pour laquelle l'agent va pouvoir bénéficier d'une aide auxiliaire. Donc, ayez en tête que c'est toujours sur la période totale, ce qui vous permet d'avoir un accord préalable et de savoir quel est le montant maximum auquel vous pourrez prétendre. Et ensuite, tout comme l'aide au déplacement, eh bien, vous allez pouvoir choisir les modalités de versement de ces aides. Ayez cela en tête. Trimestriel, semestriel, annuel. Merci pour la slide. Donc, échelonné,
je vous ai parlé de documents qui viennent en appui des états déclaratifs qui sont à fournir. Préco, on vient d'en parler. État certifié conforme du nombre d'heures d'auxiliaire qui doit être fourni systématiquement. Donc, pour une demande d'accord préalable, elle est spécifique. Vous la rentrez. Elle vous donne des éléments, il y a des calculs en automatique. Lorsque vous choisissez lorsque vous choisissez une période, si vous choisissez un trimestre, au bout d'un trimestre, vous souhaitez bénéficier de la prise en charge du volet auxiliaire, eh bien, vous aurez à fournir un état trimestriel du nombre d'heures réalisées aidant et des présents ensemble. Donc, ce document-là, si vous êtes au semestre, vous utiliserez le même état, vous en mettrez deux, un pour le premier trimestre, un pour le deuxième trimestre. Et si c'est annuel, 4 trimestres. Mais ces documents sont importants, d'abord pour vous, puisque ça vous permet de suivre quand est-ce que l'aidant est là et le coût que ça peut représenter. Et nous, c'est une obligation de voir la réalité de présence de ces deux agents pour pouvoir bénéficier d'une aide. Voilà. Donc, juste toujours pour mémoire, toujours déposé au cours des années de validité de la préconisation plus une note argumentaire qui explique le contexte de demande d'une auxiliaire. Toujours, chaque année, tout comme le volet déplacement, il peut y avoir des évolutions, des diminutions, des augmentations, des besoins différents. Donc ça, c'est indispensable. Vous seul connaissez les besoins de vos agents. Enfin, concerné par l'évolution de la durée de validité de la préconisation médicale, vous avez l'aide auxiliaire dans le cadre des actes quotidiens dans la vie professionnelle. C'est autre chose. Cette aide a pour objectif de compenser le handicap de l'agent dans le cadre des activités de la vie quotidienne pendant le temps de travail. Donc c'est forcément l'intervention, et nous ne prenons en compte que l'intervention d'une aide humaine externe. Donc il s'agit vraiment du temps passé durant le travail de cet agent, pas en dehors. Donc, ayez bien cela en tête, tout ce qui est en dehors, puisque cet agent, souvent, l'utilise du fait de la nature de son handicap en dehors. Nous, on ne prendra que cette partie-là. Et les actes de la vie quotidienne, ça peut être l'aide au repas, ça peut être le transfert, les déplacements. Mais voilà, c'est de cet ordre-là, les aides, les actes de la vie quotidienne que nous prenons en charge au titre de cette aide-là. On prend, là, cela ne bouge pas en matière de volet financier, ne bouge que le volet durée de validité de la préconisation, c'est que l'on prend en charge donc un taux de 24,58 €. Ça, pour le moment, à partir du 1er janvier, c'est la limite du taux de prise en charge, et dans la limite de 5 heures par jour. Donc 5 heures multipliées par 24,58, ça vous donne une idée du montant maximum pour une journée que l'on peut prendre en charge. Donc, toujours, merci pour la slide suivante. La durée de validité de la préconisation médicale, même motif, même punition, si vous me permettez. Disons que là, la préconisation médicale a
une durée de validité de 3 ans avec les mêmes modalités que celles pour la prestation d'aide au transport, aide au déplacement, mais nous on l'appelle aide au transport, l'aide auxiliaire dans le cadre de la vie professionnelle et aide dans le cadre des actes quotidiens de la vie professionnelle. Donc, je vous invite à les lire si vous en avez besoin, mais c'est exactement la même chose. Aide déposée en 2025, aide déposée en 2024, mais pour 2025. Donc, on peut passer à 2 slides plus loin. Merci. Et donc, toujours pour mémoire, puisque vous pouvez utiliser que cette partie du PowerPoint, c'est pour ça que je rappelle un certain nombre de fondamentaux. Donnez, remettez la préconisation lorsque vous demandez un renouvellement. Préconisation qui est en cours de validité. Merci. Et puis, je remets un autre fondamental qui est, c'est également une aide échelonnée. Donc, on le dépose pour la totalité de la période préconisée par le médecin. Et ensuite, on choisit la périodicité de versement. Voilà. Pourquoi je me permets de rappeler, merci, voilà. Je me permets de rappeler cela, c'est que trop souvent, nous sommes obligés de faire des rejets parce que vous ne prenez pas, vous ne nous sollicitez pas pour la totalité de la période. Et donc, vous seriez perdant si nous prenions en compte uniquement ce que vous nous demandez. C'est bien la totalité de la période qui a été préconisée par le médecin. Maintenant, nous allons parler de l'aide à l'adaptation de poste, et je sais que cela, c'est quelque chose, voilà, que vous aimez bien, et pour lequel, effectivement, il y a une évolution de la règle de calcul du surcoût. Disons qu'on clarifie la façon dont on calcule le montant de prise en charge. Merci pour la slide suivante. Voilà. Donc, à compter du 1er janvier 2025, le taux de prise en charge est de 90% du surcoût lié au handicap. J'y reviendrai. J'ai joint un exemple concret qui vous permet effectivement de mieux comprendre comment nous calculons cela, tout en sachant que le tableau de surcoût, puisque depuis de nombreuses années, il y a un tableau de surcoût qui est à remplir. Ce tableau de surcoût est à remplir et à nous fournir, naturellement. Ce tableau de surcoût évolue et a des calculs qui sortent en automatique. Mais malgré tout, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, déjà, je rappelle, ou je confirme, que l'objectif de cette aide, vise à prendre uniquement les surcoûts liés à la compensation du handicap, les surcoûts. Un agent, pour travailler, a du matériel. Le médecin, une étude ergonomique visée par le médecin préconise un certain nombre de matériels qui sont mieux adaptés aux besoins. Donc le surcoût, c'est la différence des deux. Alors, elle a également pour objectif de permettre aux agents en situation de handicap dont la fonction nécessite des déplacements professionnels, c'est là-dedans que c'est mis. C'est accessoire, mais il faut que vous l'ayez en tête. Le transport, les déplacements professionnels qui sont obligatoires dans le cadre de ces missions. Donc vous avez du transport, de l'aménagement de véhicules personnels, c'est l'aide au transport, l'aide au déplacement. Par contre, effectivement, les transports, les déplacements professionnels, ça a été intégré à l'aide à l'adaptation du poste de travail. Donc, la différence
avec les autres aides, c'est que cette aide, elle est ouverte, certes, et naturellement aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi, notamment pour le plus gros, mais pas que. Et la liste complète est disponible dans les premières pages du catalogue. Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, vous avez notamment le volet RQTH. Disposer d'une RQTH. Mais pour l'adaptation de poste, c'est ouvert également à l'agent apte avec restriction. Et ça, c'est le médecin qui indique qu'effectivement, cet agent, s'il ne dispose pas d'un aménagement de son poste, il ne pourrait pas continuer à travailler, il ne pourrait pas être maintenu dans son poste. Donc ça, c'est important, puisque c'est à fournir au même titre, sur le même plan que la RQTH. C'est une preuve que cette personne a des restrictions qui ne lui permettent pas de travailler correctement s'il ne bénéficie pas des aménagements. Et le montant maximum de l'aide est toujours à 10 000 €. Donc, qu'est-ce que permet cette aide à l'aménagement? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Elle permet de financer l'aménagement technique du poste de travail pour compenser le handicap. Toujours mieux en le disant, l'aménagement technique selon les postes des agents, des besoins spécifiques. Elle peut également financer des travaux d'accessibilité au poste de travail quand cela ne relève pas de l'obligation d'accessibilité dévolue à l'employeur. Donc, on est plutôt sur de la petite accessibilité. Exemple, boucle magnétique, exemple, flash lumineux, mais pas que, mais pour vous donner quelques exemples. Elle peut être mobilisée également dans le cadre du télétravail pour financer le surcoût du poste au domicile de l'agent. Il vous faudra nous produire la convention de télétravail, puisque c'est dans un cadre spécifique, le télétravail, et donc on a besoin de cet élément pour pouvoir financer au titre du télétravail. Donc ça peut être demandé en même temps que l'aménagement sur le lieu de travail, ou ça peut être demandé par la suite si la convention de télétravail survient un peu plus tard. Et on prendra appui sur la préconisation qui a été produite pour la préconisation faite sur le lieu de travail. On ne vous en demandera pas une supplémentaire. On prendra celle-là. Alors, à condition qu'elle n'ait pas 10 ans. Je plaisante. Mais il faut quand même qu'elle soit relativement récente, ce qui permet d'être certain que les aménagements proposés sont adaptés. Elle peut être également demandée, cette aide à l'adaptation de poste, pour la prise en charge d'un aménagement situé dans un centre de formation apprentis, un CFA, quand cela ne relève pas de l'obligation d'accessibilité du CFA. Donc, c'est vous, employeur, ou à l'employeur, de déposer la demande d'aide. Le matériel vous appartient et vous le mettez à disposition du CFA. Le CFA ne peut pas nous solliciter. Vous, seul employeur de la fonction publique, pouvez nous solliciter. Alors, je rappelle également, une autre fondamentale, c'est que l'aide du FIP ne se substitue pas aux obligations légales de l'employeur en matière de prévention des risques professionnels, d'amélioration des conditions de travail ou de mise aux normes d'hygiène et de sécurité. Ce n'est pas de la compensation du handicap, cela relève des obligations de l'employeur. Donc nous n'interviendrons pas. De plus, compte tenu de l'obligation d'aménagement qui doit être mise en œuvre par l'employeur, le FIP ne finance absolument pas l'intégralité du surcoût lié à la compensation du handicap. Une petite partie reste à la charge de l'employeur. Donc, à compter du 1er janvier 2025, 90% du surcoût est pris en charge et
est susceptible d'être prise en charge financée par le FIP. Le reste est à la charge de l'employeur. Alors, vous allez voir, on va y arriver à ce calcul de surcoût, mais encore quelques éléments que je vous apporte et qui sont importants, parce que nous avons beaucoup de dossiers qui sont incomplets, pas forcément bien compris. Donc, je souhaite réinsister sur ces éléments-là qui peuvent freiner les délais de traitement de vos demandes d'aide. Donc, la préconisation du médecin de prévention du travail ou agréé RS, puisque vous avez, comme je l'ai dit au début, il pouvait y avoir plusieurs choses. Elle doit être, et ça semble évident, mais malheureusement je suis obligée de le redire, elle doit être antérieure à la date de la facture ou du devis. C'est d'abord il y a une préconisation et ensuite vous mettez en place le volet nécessaire, soit vous vous renseignez avec un devis et vous nous sollicitez, ou vous achetez le matériel et vous nous sollicitez via la facture. Donc ça, c'est important, c'est d'abord la préco et ensuite l'achat du matériel. Il faut également que cette préconisation médicale soit datée de moins d'1 an par rapport à la date de dépôt de la demande d'aide sur la plateforme PEPS. Quand je dis la date des dépôts sur la plateforme PEPS, c'est vous pouvez constituer votre dossier et puis y revenir plusieurs fois parce qu'il vous manque des éléments. C'est au moment où vous allez appuyer pour valider la demande, ça nous arrive à nous, et c'est cette date d'arrivée chez nous qui fait le début de la date de dépôt. C'est important. Donc, ayez en tête qu'il faut que ça soit la préconisation est moins d'1 an. Également, la préconisation médicale, pour que nous puissions prendre en compte la demande, elle doit indiquer la liste du matériel permettant la compensation. Nous nous baserons uniquement sur la préconisation et ce que le médecin aura demandé pour calculer notre prise en charge. Si vous prenez du matériel supplémentaire qui n'est pas indiqué par le médecin, nous ne le prendrons pas en compte. L'étude ergonomique, dès lors qu'elle est visée par le médecin, on prendra ce qui est indiqué, sollicité dans le cadre de l'étude ergonomique. Pas ce qui est en dehors, pas ce que vous voulez transformer. Donc, le médecin doit être suffisamment précis pour que nous puissions étudier votre demande. On ne vous demande pas le numéro de série, on n'en est pas là, mais le matériel dont a besoin l'agent. Il faut qu'il soit là. Si la préconisation ne l'indique pas ou est trop imprécise, nous ne prendrons pas. Donc, également, je vous rappelle que l'étude ergonomique, si elle n'est pas validée, signée par le médecin de prévention, nous ne la prendrons pas en compte. Elle n'est pas obligatoire, mais s'il y en a une, il faut que le médecin l'ait contresignée pour que nous la prenions en compte et nous prendrons la date à laquelle le médecin a validé pour savoir s'il y a plus d'1 an, moins d'1 an. De même, dans la demande d'aide à l'aménagement de poste, il doit y avoir obligatoirement le tableau de surcoût. C'est ce que vous souhaitez nous voir prendre en charge. Et donc, ce document-là, s'il n'y est pas, eh bien, on va se tourner vers vous et vous avez obligation de le fournir. Alors, théoriquement, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de la demande d'aide si vous n'avez pas fourni tous les documents. Mais ce que l'on voit souvent, c'est qu'il est fourni d'autres documents que le tableau de surcoût ou qu'il y a des tableaux de surcoût, je dirais, maison. Donc là, on les acceptait jusque-là, 1er mars. Si vous ne fournissez pas le nouveau document, c'est terminé. On vous demandera de revoir votre copie. Autre fondamental aussi,
L'aide accordée, pour accorder une aide, pardon, la facture du matériel, elle doit être acquittée ou mandatée. La facture seule ne suffit pas. Il nous faut la preuve de paiement de la facture. Alors, soit c'est indiqué à acquitter, soit sur la facture, soit vous nous envoyez le mandatement qui va avec, une copie d'écran de ce. Mais il nous faut cette preuve-là. Sans cela, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de l'étude de votre demande d'aide. Et puis, tout comme le volet préconisation médicale, la facture doit être datée de moins d'1 an par rapport à la date de dépôt sur la plateforme PEPS. Donc, ça, c'est important parce qu'on a un certain nombre de rejets qui sont liés à ça. Préconisation, facture, moins d'1 an par rapport à la date de dépôt. Autre élément, le renouvellement du financement de matériel. Est-il possible? Il est possible, mais dans les cas suivants, et seulement ces cas-là. L'aggravation du handicap, l'évolution de la situation de travail, l'obsolescence liée à l'évolution technologique. Il peut y avoir des matériels très, très spécifiques selon la nature du handicap. Donc, effectivement, nous prenons en compte aussi ces éléments-là, puisque de toute façon, il ne peut plus bénéficier, enfin, il ne peut plus vous ne pouvez plus renouveler l'aménagement existant, c'est souvent des logiciels, je dirais, parce qu'il c'est obsolète et que vous ne les trouvez plus, il faut que vous recommenciez. Donc ça, nous l'entendons. Et puis, l'usure du matériel, mais c'est dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 ans par rapport à la date de l'achat du matériel initial. Donc, il peut y avoir un besoin à nouveau de ce matériel-là, mais votre demande, ce n'est pas avant 5 ans. C'est dans le catalogue, c'était déjà dans le catalogue, mais je préfère vous le rappeler. Alors, nous allons évoquer le nouveau tableau de surcoût. À quoi sert-il pour vous et pour nous? On parle de la même chose, on a le même document. Donc, il permet de justifier le montant demandé lors du dépôt de votre demande d'aide. Il donne le montant indiqué lors de la saisie de votre demande d'aide puisque le calcul se fait en automatique, ce nouveau tableau de surcoût. Et puis, ce tableau de surcoût comporte également, pour que vous aider, une notice explicative qui vous aide au remplissage. Toutes les nouvelles attestations ont une notice explicative qui doit vous permettre de pouvoir remplir plus aisément chacune des cases. Et ce tableau-là est obligatoire. Alors, comment se compose-t-il? Quelle physionomie a-t-il? Merci pour la slide. Suivante. Alors, ça c'est indispensable que je puisse vous le montrer si on veut bien m'aider. Donc, ce nouveau tableau de surcoût, c'est le suspense. À quoi ressemble-t-il? Vous n'allez pas le savoir, j'ai l'impression. S'il vous plaît. Ça va arriver, je pense qu'il y a un petit souci juste sur le... Ah, c'est le suspense. C'est le suspense, oui, le tableau. C'est le suspense. Voilà, le tableau, c'est le suspense. Donc, quelle physionomie il a? Il est simplifié par rapport au tableau existant. Il fut un temps 2 tableaux. Ensuite, il n'y en a eu plus qu'un seul. Et là, le nouveau comporte des éléments à remplir par vous. Ça, je vais vous le détailler. Et puis, il y a des choses qui sortiront en automatique, mais comment c'est calculé? Surprise!
Donc, quand ça vient... Ah, alors là, vous êtes allé au bout. Il n'y a plus de suspense si vous allez au bout. Encore un, s'il vous plaît. Pour avoir la physionomie globale. Mais ce n'est pas grave. Si on ne peut pas aller au-dessus, il n'y a pas de souci. Ce tableau, il est en deux parties, je dirais. Vous avez le haut de ce tableau qui comporte des éléments que vous devez nous indiquer, à savoir pour qui, pour quel agent l'aide aménagement ou l'aménagement est sollicité. Mais surtout, vous avez un pavé qui s'appelle descriptif du poste de travail et ancienneté dans le poste, dans lequel vous devez indiquer certains éléments. C'est dans quel service il travaille l'agent, quelles sont les principales fonctions exercées, donc en gros, qui est-il et que fait-il? Voilà, la physionomie globale avec la notice explicative. Donc là, j'étais en train de vous parler du pavé du haut. Voilà. Avant de vous parler du tableau avec plein de lignes. Donc, on peut passer à la slide suivante si c'est possible. Merci. Donc, je reviens. Voilà. Donc, je reviens sur le descriptif du poste. C'est qui est l'agent? Où travaille-t-il? Que fait-il? Et voilà. Et depuis quand le fait-il? Et qu'est-ce que vous avez envisagé pour cet agent pour arriver à nous solliciter pour un aménagement de poste? Voilà, ça doit être rempli. Par contre, s'il y a une étude de poste qui a été faite, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie-là. Mais pour tous les autres dossiers, cette partie doit obligatoirement être remplie. Vous seul connaissez la situation de l'agent. Et comme je le dis souvent, notre système d'information n'a pas l'option boule de cristal. Vous seul pouvez nous dire ce qui se passe et pourquoi vous nous sollicitez. Donc ça, c'est à remplir. Vous avez également à fournir la date de prescription et la date de mise en place. Quand vous formulez une demande sur devis, sur facture, c'est mise en place, on est bien d'accord. Mais quand vous êtes sur devis, c'est vous nous sollicitez à l'aune de quel mois, quel jour vous allez mettre en place ce dispositif d'aménagement de poste. Voilà. On passe ensuite à la slide suivante sur la partie tableau. Donc, je suis partie d'un exemple concret qui a été déposé pour le mois de janvier 2025. Si on veut bien m'aider. Merci. Non, on remonte d'un cran. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est celui-là. C'est cette partie-là. Donc, c'est la partie tableau qui est composée de plusieurs colonnes. Donc, la première colonne, c'est le matériel utilisé par l'agent avant l'adaptation du poste. De quoi se sert-il pour ces différentes tâches? Ça, c'est à indiquer. Et le coût du matériel qui est utilisé actuellement. C'est bien cela. Ensuite, le médecin a préconisé un certain nombre de matériels, donc ligne par ligne de matériel. Alors, s'il vous plaît, notamment pour les fauteuils ergonomiques, donc on a un certain nombre, mais pas que, mais sur les fauteuils ergonomiques, vous avez des entreprises que je ne peux pas nommer, mais qui définissent le fauteuil, les accoudoirs, les roulettes, l'assise, mais tout ça, ça forme un fauteuil. Donc, si vous voulez avoir la notion de surcoût, il faut que le coût du siège et le coût du fauteuil, dans sa globalité, qui comprend tout ça, doit être mis sur une seule ligne. Donc, matériel préconisé, le coût, matériel préconisé, coûts sont issus du devis ou de la facture que vous nous fournissez. Ça peut être en hors taxe ou en TTC, selon que l'employeur récupère la TVA ou pas. Mais essayez d'éviter de faire un mix des deux.
parce que nous allons regarder cela, et souvent on a un mix des deux, à la fois du hors-taxe et du TTC. Ça vous brouille, puisqu'effectivement c'est ou tout hors-taxe ou tout TTC, et donc le calcul est faux. Donc prenez une optique, c'est je prends tout en TTC ou je prends tout en hors-taxe. Mais là, c'est le montant, normalement c'est le montant TTC. Donc, vous avez la ligne du coût de ce nouveau matériel issu facture de vie. Et donc, les deux dernières colonnes, c'est du calcul automatique. Donc, et de ce calcul ligne par ligne, vous avez le montant total qui se décline et qui vient dans la petite case en bas à gauche qui s'appelle « à déclarer lors de la saisie ». Donc, vous pouvez vous appuyer sur ce montant-là pour solliciter le montant sur l'aide sur la plateforme PEPS. Donc, j'ai pris le parti d'un médecin qui a préconisé pour un agent différents matériels. Un fauteuil ergonomique, un porte-documents, 2 bras articulés, un bureau électrique, et avec, là, c'était plusieurs devis. Mais ça peut être un seul devis qui reprend tout. Et il y a une décision de le prendre en TTC. Sur la première ligne, c'était le volet fauteuil ergonomique. Fauteuil ergonomique, c'est souvent ce que l'on a. Donc, je vais vous détailler le mode de calcul, ce fameux taux à 90%, comment il est calculé. Merci de passer à la slide suivante. Donc là, la notion de surcoût, qu'est-ce que c'est? On prend le montant du matériel préconisé, c'est ce que fait le tableau, et on déduit le montant du matériel déjà utilisé. Le montant du matériel préconisé est plus cher que ce qu'il y a, il est adapté, c'est un besoin spécifique. Et de la soustraction des deux, c'est ce que l'on appelle le surcoût lié à la compensation du handicap. Donc, dans notre exemple, le fauteuil préconisé par le médecin est à 2 051,10 €. Et le siège dont dispose actuellement l'agent est d'un montant de 367,85 €. C'est aussi précis ça. Et c'est ce que possède l'employeur pour tout agent, qu'il soit en situation de handicap ou pas, ou déjà pour cet agent-là. Donc, le montant du surcoût lié à la compensation, c'est 2051,10 moins 367,85, c'est-à-dire 1683,25. Donc ça, c'est le surcoût lié à la compensation. Donc c'est l'avant-dernière colonne du tableau, c'est cela. Et donc sur ce montant-là, nous allons prendre 90%. Donc 90% de 1683,25, c'est le montant que l'on prendra en charge et qui se calcule en automatique, ligne par ligne, et ensuite l'addition pour pouvoir vous aider à prendre le bon montant total, dès lors qu'il y a plusieurs matériels, à demander au FIP. C'est aussi simple que cela. Voilà, donc ça, ce sont les évolutions des aides catalogues, les précisions. C'est déjà suffisant. J'espère vous avoir été utile. Maintenant, je pense qu'il y a des questions, mais je pense qu'il y avait déjà des questions qui étaient tout au long du chat et auxquelles on a pu répondre. Il y a des choses auxquelles nous ne pourrons pas répondre parce qu'effectivement, c'est du trop précis. Mais ne vous inquiétez pas, on le fera. Et Catherine va prendre le relais pour cela.
Moi, je vais prendre le relais effectivement pour recenser les questions qui sont venues par le chat et vous l'avez vu. Et pour celles auxquelles je peux répondre, il y a effectivement un replay. On va vous envoyer le support que Catherine Auguste vous a présenté cet après-midi sur les aides. Peut-être quelques questions un peu plus précises encore, Catherine, qui était un peu plus large sur une dernière question sur la différence entre le tableau de surcoût et le tableau de compensation. Est-ce qu'il y a un... C'est le tableau de surcoût lié à la compensation, c'est un seul et même tableau. Ok, je vous relais un peu, je me fais la Bien voix du sûr. chat. Non, mais c'est très bien, c'est à nous de préciser, il n'y a aucun souci. Est-ce que du coup je peux remonter aux premières questions qui ont été posées autour des questions des prothèses auditives? Oui. J'ai fait un melting pot rapide. Est-ce que le montant maximal de 1700 € correspond à une demande pour 2 prothèses? C'est maximum de prothèses, c'est une ou deux, mais c'est 1700. Point. Par agent ou par an? Par agent. Par C'est agent, par agent. super. Alors, c'est pas par an, on est bien d'accord, puisqu'il faut avoir un remboursement de la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale ne rembourse pas chaque année de nouvelles prothèses auditives. Donc, on intervient au même rythme que le remboursement sécurité sociale. Ok. Si les factures datent de 2024, est-ce qu'on Oui. peut quand même faire des demandes? Moins d'un an Moins d'un an, super. à la date de dépôt. Je Voilà. vais peut-être répéter, c'est de ma Non, faute. mais c'est très bien. C'est-à-dire que si la facture date de du 5 janvier 2024 et que nous sommes au mois de février, eh bien, il y a plus d'un an. Ça veut dire qu'on ne prend pas. Super, je regarde les questions en direct sur le chat et celles que j'avais nommées. Si on est sur les équipements pédagogiques, Oui, dans le est-ce cadre de l'aide au parcours, hein, on est bien d'accord, c'est sur oui, là, celle-là. je remonte un peu, pardon, sur votre présentation. Est-ce que cette Oui, somme est prise en compte dans l'enveloppe globale plafonnée pour la collectivité? oui, oui, ça fait toutes les aides sont prises en compte dans le cadre de ces 40 000 € maximum. Et il faut des factures pour tous les Ah, équipements tout à pédagogiques. fait, tout à fait. Super. Voilà, c'est destiné à l'apprenti, pas à l'employeur. Merci. Est-ce que cette présentation et ce process concernent les départements sous convention, plus de manière générale, les établissements sous convention avec le FIP? Ce sont les mêmes aides avec les mêmes règles. Alors, je vais aller en direct sur les questions sur le chat. On vous remercie déjà, Catherine. Ça, j'aurais peut-être dû commencer par là. On vous remercie pour la présentation. Existe-t-il 2 tableaux, petit matériel et gros matériel? Non, Est-ce toujours le cas? Non. non, c'est vraiment que ce tableau-là. Vous oubliez les anciens tableaux. Certes, vous pouvez encore les produire jusqu'à fin février, mais utilisez celui-là puisque vous qui avez participé, vous êtes informé, donc utilisez le nouveau tableau. Voilà, c'est préférable. Mais vous oubliez les anciens tableaux. Ok, on se focalise sur le nouveau. Tout à fait. Sur les financements, on nous pose la question, est-ce qu'on peut financer des exosquelettes? Alors, les exosquelettes, on travaille là-dessus puisque effectivement, il y a une étude qui cherche à savoir si c'est performant, si c'est pas contre-productif. Donc, nous sommes effectivement susceptibles de pouvoir intervenir sur les exosquelettes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des aides sur l'accessibilité numérique? Oui, tout à fait, mais je ne l'évoquerai pas là, puisque ça n'entre pas dans le champ. Mais tout à fait, il existe des aides accessibilité numérique. Tout à fait. Qui ne sont pas dans le cadre de l'adaptation de poste, mais bien accessibilité numérique. Une question un peu plus précise qui sort du champ. Normalement, le surcoût de la compensation était PEC à 100% par le FIP. Pourquoi ce changement à 90%? C'est une harmonisation sur le taux de prise en charge, puisqu'il pouvait y avoir aussi des taux inférieurs à 90%. Ça pouvait être à 60, ça pouvait être à 40, tout est à
90%, quel que soit le matériel, dès lors qu'il est préconisé par le médecin. Ok, merci. Il y a encore énormément de questions pour les 5 minutes qui nous restent, Catherine. Je pense qu'on va être bloqué à un moment donné. Oui. De toute façon, ces questions, on va les recenser. On Oui. va trouver un moyen d'y répondre, Tout à soit fait. sur le support, soit via aussi vos DTH, à qui on peut faire remonter la question. On a surtout eu la question, et là c'est plus général, mais Catherine, est-ce qu'il est possible d'avoir un interlocuteur, téléphone ou mail, pour les conventionner ou pas? Je vous la pose ouvertement parce qu'elle a été posée souvent. Tout à fait. Donc, à terme, il y aura un premier niveau de téléphone qui, au cours de l'année 2025, qui se mettra en place. Et côté convention, vous avez déjà des interlocuteurs en fonction des conventions qui vous suivent en propre et qui sont susceptibles de vous répondre. Super, merci beaucoup, Catherine. Merci beaucoup. Donc, je vous le redis, il y a encore beaucoup de questions qui viennent. On va les recenser. Ils vont être remontés auprès de Catherine, auprès de vos DTH pour qu'on puisse vous apporter des réponses les plus précises. On s'excuse, mais vous voyez que ça part beaucoup de questions, donc on n'aura pas le temps d'y répondre, mais elles sont vraiment toutes là. Merci beaucoup, Catherine Auguste, pour votre présentation. Merci à tous pour votre participation. Comment savoir, pardon, je vois une question. Comment savoir qui est notre DTH? Je vous invite à vous connecter sur le site du FIP. Vous avez des onglets régionaux avec les contacts, le nom, prénom de votre DTH si vous n'êtes pas encore en contact avec il ou elle. Je vous invite par ce biais, effectivement, à rentrer en contact et à lui poser toutes vos questions. Donc, le replay va être mis à disposition. Je vous présente également nos excuses de la part du Handipact pour les problèmes de connexion qu'ont subis certains. C'est voilà, pas inhérent à notre volonté, mais voilà, excusez-nous pour tout ça et on vous envoie au plus vite et le replay et le support. Et encore merci Catherine et merci à tous Merci à vous. pour votre présence et pour ces informations et je vous souhaite un bel après-midi. Également. Merci beaucoup. Ah mais non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On m'a rejeté ma demande alors que j'avais bien joint toutes les pièces. J'en suis sûre. Fais voir ce que dit le courrier. Vous avez déposé une demande d'aide, étude de poste. Après analyse des documents joints, il s'avère que vous n'avez pas choisi le bon type d'aide. Celui-ci relève du dispositif suivant, aide à l'adaptation du poste de travail d'une personne en situation de handicap, voire fiche 13 du catalogue. A priori, tu t'es trompé de dispositif. Il parle d'un catalogue, tu l'as? Et il est aussi en ligne sur le site du FIP. C'est qui ça? Je suis là pour vous aider, clarifier les choses si nécessaire. Sympa. J'ai potentiellement plein de questions pour vous, mais on s'en reparle plus tard. Tu avais choisi quoi comme type d'aide? Bah, étude de poste, puisque je l'ai faite. Et regarde, j'ai aussi les devis qui vont avec. Pour un fauteuil, un bureau, une souris. Tu demandais quoi? Les aménagements qui vont avec l'étude de poste. Sans vouloir m'immiscer. Bah, j'ai l'impression que c'est déjà fait. C'est pas faux. Mais en attendant, je pense que la réponse à vos interrogations se trouve dans le catalogue, sur la fiche indiquée dans le courrier que vous avez reçu. Ah, je comprends mieux. Les devis sont pour l'adaptation du poste, pas l'étude. C'est ça que je dois saisir. Aide à l'adaptation de poste. C'est pas mal comme catalogue, en fait. Mais vérifie bien les pièces demandées pour éviter un nouveau rejet. Bien vu. Parce qu'un dossier bien préparé, saisi avec le bon dispositif et les bonnes pièces, permet un traitement rapide avec le montant plafond approprié. Merci la voix.